Donc Expensia est né du fait qu'on détestait gérer nos dépenses. Gérer des dépenses pour un salarié au sein d'une entreprise, c'est frustrant et complexe, parce qu'il y a des règles fiscales, sociales, il faut avancer de l'argent, enfin, toute cette complexité-là. Et donc, c'est né de l'envie d'aller radicalement changer comment on le fait à l'échelle globale. Donc, comment fonctionne Expensia? C'est une plateforme 360 qui permet à l'entreprise de gérer toutes les dépenses qui impliquent le salarié. Donc, que ce soit des notes de frais, c'est-à-dire le salarié en déplacement, que ce soit le forfait mobilité durable, c'est-à-dire typiquement le Navigo à Paris ou équivalent, que ce soit des moyens de paiement. On est émetteur de cartes Expensia pour nos clients, donc ils peuvent payer avec ces cartes-là qui sont des cartes smart, c'est-à-dire que je peux payer à la RATP, mais pas payer un billet d'avion tant que mon manager n'a pas approuvé. Et on fait toute la chaîne jusqu'à l'écriture comptable, à la paye, à la récupération de TVA et aux différents sujets fiscaux pour nos clients. Aujourd'hui, on équipe 5000 clients. Donc 5000 entreprises de toute taille, donc on équipe autant des petites PME que des grands groupes internationaux, avec un focus sur l'Europe continentale, c'est-à-dire qu'on équipe des clients qui ont le siège en Europe, et ensuite on les équipe partout, dans toutes leurs filiales. D'accord. Ok, super. Alors je vois pas l'équipement, mais juste peur, est-ce que tu mets juste ça dans ta poche? Oui. Ça remonte tout ça. On la voit pas, mais je sais pas, je vois pas. C'est vrai. t'inquiète. Mais voilà, tout ça c'était juste pour préciser. Là, vu que tu as une bonne connaissance justement de l'Afrique, de la Tunisie en termes d'innovation, est-ce que pour toi, c'est quoi les grandes tendances aujourd'hui en Afrique, les grandes tendances d'innovation qui sont en fintech, soit l'agritech, est-ce que tu vois des grandes tendances qui se dégagent en Afrique et voire même que le continent africain pourrait se spécialiser dans ces tendances? D'accord. Alors nous on est vraiment assez atypique parce qu'on est à cheval sur l'Afrique, où on est vraiment, on a nos racines. Ma vision du marché africain, c'est qu'il va y avoir vraiment deux tendances fortes. Une qui est beaucoup médiatisée et une qui est assez récente. Celle qui est beaucoup médiatisée, c'est que l'Afrique est en rattrapage sur certains sujets, surtout les sujets logistiques. Donc il y a un énorme marché à venir industrialiser tout ce qui se passe. Donc beaucoup sur la livraison, c'est des marchés où la livraison est un gros sujet. Beaucoup sur la confiance en tant que monnaie, entre guillemets, c'est-à-dire comment je score mon client, comment je score mon fournisseur, comment je le suis, Donc ça va être un vrai sujet. Comment aussi, au-delà du rattrapage, comment je saute certains sujets pour ne pas refaire ce qui a été fait en Europe, mais passer à l'étape d'après. Donc on pense au mobile money, on pense au fait que c'est des populations qui sont peu bancarisées, au-delà même de la caricature qu'on peut voir de l'Afrique. Hein. La Tunisie, 60% des personnes n'ont pas de compte bancaire. Et donc comment j'évite d'avoir à refaire ce compte bancaire et bancariser tout le monde, comment je passe à du mobile money, comment je passe à des réseaux plus modernes. Donc ça, c'est la première tendance, c'est un rattrapage, deux, une disruption due au fait d'avoir peut-être raté une étape. Donc moi je pense par exemple à certains pays il y a 10 ans qui n'ont jamais construit de réseau de téléphonique fixe. Il y a des pays africains qui n'ont jamais fait de fixe, parce que ce rattrapage ne sert à rien en fait, autant passer à l'étape d'après. Il y a une deuxième tendance qui est peu médiatisée parce qu'elle ne représente pas ce qu'on s'imagine de l'Afrique, c'est l'Afrique comme un lieu d'innovation à l'échelle globale. C'est-à-dire ce qu'on fait nous par exemple. Donc on est une start-up européenne et tunisienne, méditerranéenne, avec des gens d'un peu partout. Et ça c'est peu compris comme tendance. C'est de pouvoir monter des scale-up de n'importe où, pour n'importe où. C'est vraiment une vraie tendance. Et en Afrique, c'est pas mal en train de se développer, avec des startups qui partent d'Afrique, mais qui scale à l'international et qui vendent à des clients d'un peu partout. Donc nous, on est plutôt dans cette deuxième tendance. Oui, clairement, il y a vraiment une Afrique à 2, voire 3 vitesses même. Et je dirais que les éléments clés sont d'abord la taille de marché. C'est-à-dire qu'il y a certains pays, dont la Tunisie, où la taille de marché interne est trop petite pour certains types d'innovation. Et donc forcément, les pays qui ont la plus grande population ont un avantage compétitif à créer des géants locaux. Donc on pense au Nigeria évidemment, c'est pas pour rien que le Nigeria est un leader, c'est qu'avec plus de 200 millions d'habitants, certains marchés ont du sens, qui n'auraient pas de sens dans les plus petits pays. Faire de la livraison at scale, faire du e-commerce at scale, c'est plus facile à 200 millions qu'à 10 millions d'habitants. Donc ça c'est le premier sujet, donc c'est pour ça que l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud ont des vrais avantages. Il y a un deuxième
qui est plus en termes d'envie d'innover et d'écosystème local. Et à ce moment-là, vous allez voir plus arriver des innovations globales plutôt que locales. Donc je pense à la Tunisie, je pense au Kenya, je pense à des pays comme ça qui ont des marchés locaux petits, mais qui ont envie et investissent à innover. Donc ces pays-là répètent ce qu'a fait l'Estonie en Europe pendant une période, où quand même l'Estonie c'est 1,5 million d'habitants, qui a au moins une trentaine de succès locaux, dont 3 énormes, Bolt et Pipedrive, pour 1,5 million d'habitants. Donc pas de marché interne. Donc vraiment, pour moi, ceux qui font la course en tête sont ces deux catégories. Soit ceux qui ont un super système éducatif, qui ont de l'innovation, qui investissent, et donc qui font des solutions plus globales, et ceux qui ont un vrai marché interne qui fait que les entreprises arrivent à se développer. Et ensuite arrive la deuxième vitesse, c'est ceux qui sont ni dans l'un ni dans l'autre, et qui pour moi vont rater le train si l'Afrique n'arrive pas à créer un vrai marché de libre-échange. Donc, la capacité d'innovation est faible, pas de bonnes universités, pas d'investissement réel, fait que tu ne peux pas créer un Bolt depuis certains pays africains, parce qu'il n'y a pas les conditions. Mais en même temps, tu es un trop petit pays pour avoir le marché qui fait que tu es le Nigeria. Donc pour ces pays-là, il y a un vrai challenge qui est comment dépasser cette étape-là. C'est les mêmes défis pour toutes les startups partout. Et elles sont juste amplifiées en Tunisie et en Afrique. Ces défis, c'est le talent pool, donc où je trouve mes talents, comment je les attire. Donc qu'on soit une start-up à Berlin, à Paris ou à Tunis, la clé du succès, c'est le talent. Et la réalité, c'est que le talent pool ici à Tunis, il est quand même plus petit, pour plein de raisons. C'est plus petit parce que le niveau d'études est parfois pas au même niveau. Il y a un niveau d'émigration qui est délirant, qui fait que les gens partent en Europe ou partent aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est le talent pool. Deuxième sujet, c'est l'infrastructure. Là-dessus, finalement, Tunis, l'infrastructure est pas loin d'un pays européen. Quand je dis infrastructure, je pense à deux choses. C'est la connectivité. Donc là, la connectivité ici est aussi bonne qu'à Paris, donc pas trop de sujets. C'est plus cher, mais voilà, on a de la fibre optique ici, ça se passe bien. Et deuxième infrastructure qui est plus subtile, c'est l'aérien. C'est que quand on veut scaler à l'international, il faut pouvoir facilement se déplacer. Et ça a l'air d'être un détail, mais Tunis est moyennement connectée. Elle n'est pas mal desservie, elle est moyennement bien desservie comparée à des grands hubs. C'est-à-dire que Tunis, c'est l'équivalent de Bordeaux, quoi, ou l'équivalent de Toulouse. Et donc forcément, c'est difficile de faire un truc vraiment at scale, même si le Covid aligne tout le monde est mal desservi maintenant. Donc ça, c'est les challenges, je dirais, principaux. Et il y a un troisième qu'on a réussi, nous, à contourner, qui est le manque de financement. C'est-à-dire que les investisseurs en Afrique en général sont des late stage. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est que l'argent arrive tard dans le cycle. Donc il y a beaucoup de private equity, c'est-à-dire des gens qui investissent dans des entreprises rentables. Il y a très peu de capital risque, ou il y avait très peu de capital risque. C'est en très forte croissance, mais l'Afrique, je ne connais pas les chiffres exactement, mais pour vous donner une idée, l'Afrique attire autant de capital risque que Berlin, je pense. Comme ordre de grandeur, hein. Donc si je me trompe de quelques pourcents, m'en voulez pas, mais c'est à peu près ça. Donc ça vous donne une idée, quoi. Autant de capital risque dans toute l'Afrique que Berlin. Il faut qu'il y ait ce switch. Donc nous, pour le contourner, on a levé en Europe dans du capital risque européen. Et comme ça, on a contourné ce début de phase. Ensuite, plus tard dans le cycle, il y a de l'argent, il y a du private equity. Donc ça, c'est le troisième challenge. Il y a des avantages culturels qui sont non négligeables. C'est un peu difficile à expliquer précisément, mais il y a un rapport au travail qui est assez différent par rapport à l'Europe. Moi, j'ai des salariés de 12 nationalités. Je les adore tous. Mais c'est vrai qu'il y a un esprit de travail à Tunis qui est plus positif et plus... Et donc ça s'explique de plein de façons. Déjà le mode de vie, le soleil, etc. Aussi le fait à Tunis, on est un peu un flagship. Donc on est un peu l'acteur le plus reconnu dans ce petit écosystème de start-up. Et donc les salariés qui viennent ici tous les matins, ils ont le sentiment de faire quelque chose de plus grand que eux. Ils font quelque chose de pionnier, de différent. Et ça, c'est un niveau de motivation qui est super élevé. Ici, nous, on travaille du lundi au vendredi comme tout le monde. Si vous venez le dimanche, il y a 15 personnes, quoi. Et personne n'a demandé à qui que ce soit de venir. C'est juste que il y a des projets à finir, il y a de l'innovation, il y a des clients à gagner. Les gens tout le monde est actionnaire d'Expansia, tous les salariés. Et donc, il y a une envie de faire quelque chose de plus grand. Et c'est vrai que ça a l'air tout bête, mais l'engagement au travail, moi, je pense que c'est une des maladies du siècle. Et le taux d'engagement qu'on trouve ici, il est supérieur. Vraiment. Donc ça, c'est un vrai avantage. Ensuite, bien sûr, il y a l'avantage du coût. Les coûts salariaux sont plus faibles.
beaucoup plus faible. Donc ça permet aussi de ne pas faire de compromis. C'est-à-dire que nous, sur certains projets, s'il faut plus de monde, on ne va pas handicaper le client juste parce que les coûts de main-d'œuvre auraient été trop chers. Donc le fait de pouvoir ne pas faire de compromis fait une vraie différence. Nous, dans notre secteur, on a la plus grande équipe de R&D, par exemple, par rapport à tous nos concurrents qui sont en Europe. Et ça nous permet d'être sur plusieurs fronts en même temps. Ça nous permet de ne pas avoir de compromis et ça nous permet du coup de croître sans se dire ça je peux pas le faire parce que j'ai pas les ressources pour ou ça va me coûter trop cher ou voilà. Donc ça c'est un avantage qu'il faut pas négliger. Voilà, grosso modo c'est ça. Et justement par rapport à ces effets négatifs d'entreprendre en Afrique et en Tunisie, par quels moyens, je pense notamment à la gouvernance, par quels moyens effectivement l'Afrique et la Tunisie pourraient devenir un vrai hub entrepreneurial? Alors déjà il faut comme pour toute chose, je pense qu'il faut pousser ses avantages plutôt que essayer de rattraper un désavantage. Donc, c'est-à-dire que ça marche, d'ailleurs, parenthèse, ça marche aussi pour les salariés. Il vaut mieux pousser les gens à investir sur leurs forces que d'essayer de les rendre tous standards. Et donc, la force de pays comme la Tunisie, c'est la qualité de vie. Alors, la Tunisie a plein de défauts, mais c'est quand même plus sympa d'innover au bord de la plage que d'innover dans le métro parisien. C'est comment pousser cet avantage au maximum, donc s'assurer que les salariés ont le niveau de confort qu'il faut. Et pour le faire, il faut rattraper un peu ce que l'État n'arrive pas à faire. C'est-à-dire, par exemple, le système de santé n'est pas top, en fait, tout le monde a une super assurance santé. Le transport est pas top, on fait des allocations de transport, les gens, on a un partenariat avec Bolt, les gens peuvent prendre Bolt pour venir au boulot et du coup on vient compenser en partie ces problèmes de transport. Il y a des sujets des jeunes qui arrivent à la trentaine et le dinar tunisien n'est pas convertible. Et donc s'ils veulent voyager, c'est un handicap parce qu'ils n'ont pas facilement accès aux euros, ça coûte cher, etc. En fait, nous on les aide dans ce parcours-là. Donc on va venir dire, ok, la qualité de vie, c'est un vrai sujet. On va en faire la principale force d'Expansia Tunisie versus Expansia Paris. Comme ça, ceux qui choisissent le mode de vie, ils choisissent de venir à Tunis. Et ceux qui préfèrent être à Paris, ils sont à Paris. Et nous, on accepte les deux scénarios. Donc ça, c'est le premier point. Donc il faut savoir dire quelles sont mes forces et je les pousse au maximum. 2, le problème d'accès au talent, il se contourne aussi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, on fait deux choses. Un, on fait beaucoup de marketing en Tunisie, aux universités, aux gens qu'on a besoin d'attirer. Donc ça, c'est le premier sujet. Et ce qui fait qu'on arrive à attirer le top 1% qu'on n'arrive pas à attirer à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, moi, quelqu'un qui sort de Polytechnique, je vais être en concurrence avec Google, avec Microsoft, avec Facebook, etc. Ici, le top 1%, je peux le recruter. Parce qu'on fait des partenariats avec les universités, on est connu, on attire ce top 1%. Et ensuite, pour certains talents, on a créé un programme pour pouvoir attirer les personnes. Alors, on attire en priorité des personnes de la diaspora parce que c'est plus facile, mais on a, ici dans les locaux, on a des gens de nationalité suisse, française, serbe. Donc, on ne se limite pas à se dire on est à Tunis, il faut des salariés tunisiens. Il y a un problème de talent et donc on ne se limite pas. Et on fait des programmes pour venir attirer des talents qui ont envie de, 1, innover, 2, avoir la qualité de vie versus vivre en Europe. Donc on fait un programme cohérent et conscient autour de ce sujet qui est compensant nos problèmes de talent en investissant là où on pense qu'on fait la différence. Pour moi, il y a 3 gros sujets autres que les livraisons, qui est un sujet qui a quand même pas mal démarré. Pour moi, il y a 3 gros sujets en Afrique et spécifiquement en Tunisie. Un, c'est la logistique. La Tunisie fait partie des pays où la logistique est la plus chère au monde. C'est-à-dire que si je commande une télé en Chine, ça coûte moins cher. La partie Chine, port de Tunis, coûte moins cher que la partie port de Tunis ici. Tellement les coûts de livraison et les coûts logistiques en Tunisie sont délirants. Et donc ça a besoin d'être industrialisé, mettre de l'IA, s'assurer que les camions ne circulent pas vides, etc. Donc il y a un vrai sujet de logistique en Afrique en général, où la logistique est encore gérée à petite échelle, de façon artisanale, très peu efficace. Alors qu'on penserait que le camionneur tunisien étant payé moins que le camionneur européen, la logistique serait moins chère. En fait non, c'est beaucoup plus cher ici que dans beaucoup d'autres pays. Donc ça c'est le premier sujet.
Deuxième sujet, c'est les fintechs en général. Les coûts de transaction en Afrique sont chers, les réseaux sont mal distribués, et donc comment je crée une finance adaptée à ces pays-là. Et donc là, il y a un marché qui est déjà en forte croissance, mais qui est gigantesque, parce que la population est jeune, c'est la population la plus jeune du monde, elle est ici, qui est demandeuse d'un monde différent, et on va pouvoir fournir tout ça. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet qui est global, et sur lequel il y a un retard en Afrique et un vrai marché, c'est la santé, okay, au sens large. Donc, par exemple, il commence à y avoir des équivalents de Doctolib, plus adaptés au marché. Donc, il y a Med.tn, par exemple, ou d'autres acteurs. La santé au sens large est également un vrai sujet. C'est-à-dire comment déjà j'investis dans la santé, parce que ça devient la dépense numéro 1 des gens et leur intérêt numéro 1. Donc là-dessus, la Tunisie a été pionnière dans l'ancienne génération en faisant du tourisme médical, donc des cliniques, des hôpitaux, etc. Vraiment créer de la capacité hospitalière. Donc ça, c'est un peu la première phase. Et la deuxième phase, c'est comment je digitalise tout ça. Comment je fais de la santé à distance, peut-être comment je fais de la livraison de médicaments en zone rurale s'il y a besoin. C'est voilà, c'est comment je ramène la santé à ceux qui n'arrivent pas à y avoir accès sous plein de méthodes différentes. Autant du Doctolib que de la visio, que du livraison de médicaments, que plein de choses. C'est pas mon domaine, mais c'est clairement un énorme marché encore en construction, parce que l'Afrique, c'est le continent qui dépense le moins pour la santé et qui va, je pense, avoir une croissance gigantesque sur ce segment-là. Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un côté travail de fond qui est... ça a commencé en Europe 5-6 ans avant. On voit que le monde de demain, il va être différent. Et il y a des gens qui ont envie d'entreprendre, des Africains en premier, donc de la diaspora ou locaux, puis des fonds locaux aussi, c'est-à-dire ceux qui faisaient du private equity se mettent à faire du venture capital, parce qu'ils se rendent compte que si j'arrive plus tôt, je peux faire des plus gros succès, parce qu'ils commencent à y avoir des succès en créent d'autres. M-Pesa a donné une leçon à tout le monde, des acteurs comme ça ont montré qu'au fait on peut innover en Afrique. Il y a des exits. Stripe vient de racheter un acteur nigérian pour 200 millions, donc ça montre qu'il y a de l'argent à faire quand on investit de l'argent, donc ça aussi ça joue. Il y a aussi une volonté des bailleurs de fonds de changer la vision de l'aide au développement. Je ne sais pas à quel point c'est impactant vraiment, mais on voit un shift radical des agences françaises du développement ou GIZ, etc. se rendre compte que l'aide au développement des années 80-90, ça ne marche plus. Je peux pas juste, je caricature, mais je peux pas envoyer des sacs de riz et dire, voilà, même si la politique des sacs de riz elle a évolué depuis, mais et donc on voit ces organismes-là aussi dire peut-être qu'un moyen de se développer, c'est de faire de l'entrepreneuriat, créer de l'emploi. Et il y a un dernier point qui est borderline, qui est mon opinion à moi. Je pense que l'Europe et plus largement les pays développés se rendent compte que l'immigration, au-delà de ce qu'on en pense politiquement, est un problème qui ne va que grandir. Okay ? Moi, je pense que c'est une opportunité, mais en termes purement démographiques, je vais vous donner une statistique. À l'indépendance de la plupart des pays africains, des années 50 et 60, il y avait à peu près un Africain pour 3 Européens. Aujourd'hui, on est au rapport inverse. Il y a 3 Africains pour 1 Européen. La réalité des déplacements de population, c'est qu'à un moment, ça finit par s'équilibrer. L'Afrique est un très grand continent, mais il va falloir que ce continent se développe. Parce que si cette population n'a pas d'opportunités, elle va chercher des opportunités ailleurs, comme l'Europe l'a fait avec les Amériques. La réalité démographique fait que l'émigration, qu'on pense que ce soit un problème ou une opportunité, ça va se faire. Et donc la question, c'est si on veut que ça soit mieux organisé, comment on crée assez d'opportunités locales pour pas que ça devienne un problème exponentiel. Et donc, je vois aussi une volonté des pays européens et des pays développés à dire le développement doit être local plutôt que comme on le faisait avant. Comme on le faisait avant, c'est beaucoup d'humanitaire, beaucoup d'aide directe, mais peu de transfert de compétences et peu d'innovation locale. Et le peu de développement qu'il y avait, c'est plutôt des usines européennes qui viennent ouvrir et c'est de la main-d'œuvre.
Et là, on voit une envie de faire un switch. On le voit même en Tunisie, hein, la plupart des aides qu'a la Tunisie maintenant, de l'AFD ou du GIZ, sont autour de l'entrepreneuriat. Montée de nouveaux incubateurs, aide de financement à l'écosystème, etc. C'est de se dire comment je crée un écosystème autonome. Ah oui, très fortement, parce que un écosystème, déjà, c'est quelque chose de global, c'est un peu comme un moteur de voiture. Pour qu'un moteur de voiture soit performant, il faut que toutes les pièces soient performantes, pas juste une. Et donc on voit que les pièces tunisiennes sont en train de devenir plus performantes, c'est-à-dire qu'on a des universités dont le niveau a progressé, qui se posent ces questions d'entrepreneuriat, qui se posent ces questions de soft skills, qui était un sujet qui manquait en Tunisie. Donc on voit que les personnes qui arrivent plus matures. On voit que les entreprises locales, il y a de plus en plus de succès locaux, voire régionaux. Donc il y a au moins une quinzaine de startups en Tunisie qui ont du vrai track record. Il y a des investisseurs qui commencent à gagner un peu d'argent, parce que ce qui est important, c'est que ceux qui ont mis de l'argent, c'est des cycles longs, hein, c'est des cycles de 5 à 8 ans. On arrive à la fin des premiers cycles, donc les gens commencent à gagner de l'argent. L'État a quand même légiféré et créé Startup Act, qui a un vrai avantage et fiscal et administratif. Et tout ça, c'est en quelques années. Hein. On voit arriver des gens de la diaspora qui se disent je vais participer à cette innovation, soit en tant qu'entrepreneur, ce qui a toujours existé, soit en tant que salarié de start-up. C'est-à-dire que ça devient assez, assez compétitif, assez attirant. Nous, par exemple, on a attiré 9 personnes de la diaspora qui sont venues rejoindre Expensia ici. Donc oui, c'est des choses très concrètes où on voit que l'écosystème il est en train de prendre, il est en train d'accélérer. Maintenant, l'écosystème, si on compare à Paris, il a bien 6-7 ans de retard, mais ce retard, il se rattrape vite. Si on parle de Silicon Valley, la particularité de la vraie Silicon Valley, c'est que c'est une concentration très rare de 3 combinaisons qui sont beaucoup de talent qui vient de partout, qui est disponible, très cher mais disponible. Donc je peux trouver pour n'importe quel techno, n'importe quel besoin, n'importe quelle compréhension marketing, je trouve la personne. La combinaison de beaucoup d'investisseurs, donc il y a une très forte concentration d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ne sont pas des primo-entrepreneurs, donc ça crée un cercle un peu incestueux. Et 3, des clients très innovants. Donc ce qui est top dans la Silicon Valley, c'est qu'il suffit de faire 5 minutes de voiture pour avoir un marché gigantesque. Celui qui a une nouvelle techno de cybersécurité, il va la vendre à Facebook, et puis il va la vendre à Salesforce. Et puis... Donc c'est une combinaison sur un petit territoire de cette combinaison magique qui fait que par exemple, ce que tu as sur ton téléphone, si je regarde les applis, il y en a facilement 1 sur 5 qui a été faite ou financée par un ancien de PayPal. Donc ça montre à quel point c'est ultra concentré. Donc, est-ce qu'il y aura une Silicon Valley comme ça en Afrique? Ça se discute, parce qu'il faut quand même cette combinaison forte. Et ce qui manque en Afrique, c'est les clients. Il y a pas, une entreprise qui innove fortement et qui veut vraiment scaler, elle va aller chercher des clients européens, américains, etc. Donc, on manque encore de clients innovants. Nous, par exemple, quasiment toutes les banques de France utilisent Expensia et aucune banque tunisienne n'utilise Expensia. Mais ça, comment vous l'expliquez? Parce que c'est des clients peu innovants. C'est-à-dire que c'est des clients qui sont plus averses au risque. Où les cycles de vente sont longs. Donc nous, on distribue notre énergie là où c'est le plus rentable. Donc moi, s'il me faut 9 mois pour gagner une banque française, mais 3 ans pour gagner une banque tunisienne, il n'y a pas photo. Mon sales, je le mets sur une banque française. Donc, et ça, la Silicon Valley, elle est vraiment unique là-dedans. Vendre à une entreprise dans la Silicon Valley, ça se compte en semaines. Vendre à une entreprise en Europe, ça se compte en mois. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'une Silicon Valley au sens global, en Afrique, il y a encore du chemin. Maintenant, est-ce qu'on peut s'éclater, faire un hub qui ramène plein d'innovations dans ce hub, quitte à ce que ça soit vendu ailleurs? Oui. Oui, moi, c'est un de mes rêves. C'est au bord de la plage ici, faire un hub avec 5 à 10 000 personnes qui innovent et qui exportent partout dans le monde. Oui, je pense que c'est accessible en tant que projet. Alors en positif, la région MENA a en moyenne un niveau d'éducation supérieur. C'est-à-dire que le talent local est en général éduqué plus longtemps dans des niveaux plus élevés que le reste de l'Afrique, même si on fait vraiment une moyenne entre les différents pays. Donc ça c'est positif, c'est très positif. La région MENA a un avantage qui est sous-exploité, c'est que les gens parlent en général les mêmes langues.
même si c'est très sous-exploité, parce que le seul pays qui a réussi à décoller, c'est la Jordanie. La Jordanie, jusqu'à récemment, produisait 75% du contenu numérique dans la région MENA. Mais maintenant, la région MENA a quand même d'autres gros désavantages. La région MENA n'a pas de marché commun. Les pays du Golfe ont le GCC, mais le GCC, au final, il y a deux pays, quoi. Le reste, c'est des micro-pays. L'Afrique du Nord, c'est un délire. C'est plus dur pour nous d'aller vendre en Algérie que de vendre en Allemagne. Donc la région MENA a quand même un handicap, c'est que c'est pas des marchés ouverts. Et donc ça fait qu'il y a des barrières d'un pays à l'autre, qui fait que c'est pas vraiment un marché. Quand je parle vraiment MENA, je pense Afrique du Nord, Moyen-Orient. Donc c'est des marchés qui sont durs d'accès, où il y a des barrières entre les marchés. Et donc je pense que c'est pas la région qui va se développer le plus vite. L'Afrique a réussi à créer un accord de libre-échange qui s'appelle la ZLECA. On verra à quel point c'est réellement du libre-échange. Parce que le plus dangereux pour une entreprise, c'est pas la douane, c'est les barrières non douanières. C'est les certifications qu'il faut avoir. Nous, par exemple, pour distribuer en Espagne, il a fallu faire ça de papier parce qu'il y a des barrières non douanières, alors qu'on est une entreprise française et tunisienne. Donc, marché européen ouvert. Mais en fait, non, il y a des barrières non douanières. Et donc, la question, c'est à quel point les pays africains vont vraiment lever les barrières non douanières qui font que tu as toujours un parcours du combattant dans le pays. Donc, ça va être, pour faire une réponse courte, la région qui va se développer le plus vite, c'est celle qui comprend qu'avoir un marché local, c'est important. Si j'en choisis une, c'est PayPal, qui est au-delà du produit. En fait, je trouve que PayPal et Careem est en train de le répéter, Careem, pas moi, Careem, la boîte de VTC qui a été rachetée par Uber. Je trouve que ces boîtes-là ont eu l'ambition et le courage de se dire je vais changer l'écosystème. Et en fait, ça demande un niveau et de confiance en soi et d'ambition qui est très fort. Je trouve que PayPal a vraiment créé une nouvelle Silicon Valley. Les Silicon Valley existent depuis longtemps, il y a eu plusieurs générations. La génération PayPal a radicalement changé. Et donc on peut débattre de pourquoi, hein, mais pour moi, il y a des ingrédients clés qui sont entreprise innovante, qui a très bien formé ses salariés, qui les a fait participer au capital, qui a été racheté par eBay. eBay n'en a pas fait un grand succès. Ces personnes super bien formées qui sont actionnaires, ils sont sortis avec pas mal d'argent et avec un esprit entrepreneurial fort, et ils ont fait toute cette vague d'innovation. Si je cite Yelp, Yammer, YouTube, Intercom, des gens chez Sequoia, etc., sont beaucoup des anciens de PayPal. Donc moi, mon fantasme, c'est répéter ce qu'a fait un PayPal Mafia à l'échelle africaine, c'est-à-dire de dire on a une responsabilité dans cette génération de start-up à faire que la génération après nous soit 10 fois mieux, et 10 fois mieux armée. C'est-à-dire que un des trucs qu'on fait chez Exmentia, quand il y a des gens qui partent et qui montent des boîtes, à l'échelle perso, on essaie d'y investir ou de les aider. Et donc on l'a fait. Il y a des anciens Exmentia qui ont monté des boîtes qui sont en train de se développer. Et ça, je pense que ma génération de start-up en Afrique doit faire que la prochaine réussisse. Et c'est ça qu'a réussi à faire la génération PayPal, sans même parler de Elon Musk, hein, qui est une légende, mais sans personnifier sur lui. C'est l'organisation de PayPal a fait une nouvelle vague dans la Silicon Valley. Et certains entrepreneurs européens l'ont fait. Hein. C'est-à-dire que la génération de Price Minister, derrière cette génération-là, la génération de Price Minister est mythique, il y a eu des fonds de capital risque très early stage qui sont nés. Isaïe, que nous on a dans le capital, est né de cette première génération de succès français, où 300 entrepreneurs français ont mis leur argent pour faire Isaïe et investir early stage. Et ça a donné des Blablacar, et ça a donné des... Donc c'est important de comprendre qu'un écosystème, c'est vraiment comme un écosystème dans la nature, quoi. Donc il y a toute une chaîne qui doit se construire. Et donc ce qui m'a inspiré, c'est que PayPal a su le faire et a donné une leçon à tout le monde de comment créer un écosystème.